Le mois d'avril 17 a été fatal pour tout le canton de Crâne, en fin de compte. C'est un village de 1200 habitants. Puis vous voyez ce qui reste. Il n'y a plus une pierre l'une sur l'autre. Les pierres sont pulvérisées. Tous les reliquats que vous voyez ici, ce sont des reliquats de pierres de taille. Donc les pierres étaient très belles. Et elles ont été toutes réduites en poudre par les obus. Là, on a l'emplacement de l'ancienne église. C'est une église du XIIe siècle, une très belle église, mais qui a été détruite essentiellement au moment de l'attaque du 16 avril 17. Il n'y a que très peu de familles, en fait, quand on est 4 ou 5 familles, à être venues, à s'accrocher à notre territoire et avoir voulu reconstruire Crâne. Parce qu'au départ, les autorités ne souhaitaient pas qu'on reconstruise Crâne. Mais il y a quand même quelques familles dont je suis issu, et je les remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir fait ce travail-là, sont revenus pour reconstruire leur village. Et ils l'ont reconstruit à 400 ou 500 mètres d'ici. Ils ont reconstruit leur village, ils ont remis le terrain en état, ils ont commencé leur vie au quotidien, si vous voulez, pour essayer d'élever leur famille, reprendre la vie plus ou moins normalement, quoi. Pour moi, si vous voulez, ce village-là n'est pas mort. Enfin, dans ma mémoire, dans mon cœur, il n'est pas mort. C'est un village qui est... C'est notre village, en fin de compte. Et les familles qui sont revenues ne font pas la différence entre l'ancien Crâne et le nouveau Crâne. C'est le même village, quoi, qui a pris une autre forme, mais c'est le même village. C'est la même histoire, c'est la continuité de l'histoire. Parmi ces conséquences immédiates de la guerre, il y a tous les totalitarismes, que ce soit le totalitarisme fascisme, que ce soit le totalitarisme soviétique, que ce soit le totalitarisme nazi, ils sont très largement un héritage de la guerre. L'Europe est ruinée, l'Europe a perdu politiquement finalement son leadership politique qui a été pris par l'Amérique. C'est un sujet qui est toujours d'actualité. Deuxièmement, c'est le début de la décolonisation. Parce que les gens qui sont venus faire la guerre en Europe, et toutes les colonies, entre guillemets, ont été sollicitées, eh bien, les gens, là, dans ce levain-là, dans ces souffrances, dans ces morts, qu'on va trouver parmi les survivants les leaders qui vont lancer le grand mouvement de décolonisation qui se terminera après le deuxième conflit. Il y a peut-être un legs ou deux legs qui sont les plus importants. Ce que j'appellerais d'une part le legs géographique et d'autre part le legs du souvenir, le legs de la mémoire. Et à notre époque, on ne peut pas aller dans un village sans rencontrer un monument aux morts. Cela n'existait pas avant la guerre. Alors je crois que c'est un des legs les plus importants et les plus émouvants également. J'ai travaillé en historienne et pas en historienne de l'art, bien que je me sois intéressée aussi aux sculpteurs. L'idée de l'historienne, c'était d'essayer de rendre le contexte dans lequel ces monuments morts avaient été créés. Et ce qui était assez bouleversant, c'est de voir l'ampleur du deuil, l'ampleur de la mort. On y retrouve toujours la même chose. On retrouve au centre le combattant, celui qui s'est donné pour la patrie. Et donc ils ont toujours cet aspect patriotique. Mais on y retrouve aussi, presque toujours, les civils. Les civils qui sont là sous la forme de femmes en pleurs, d'enfants. Et donc l'ampleur du deuil est absolument gigantesque, visible sur ces monuments. Et enfin, troisième chose, on y trouve un coq, ou les lauriers de la victoire, ou le symbole de la République française. Tout cela donne cette connotation à la fois héroïque à ces monuments, mais aussi fondamentalement tragique. Dans les années 60, et on vient de commémorer les 30 ans de mai 68, ça me paraît tout à fait typique de cela, il y avait une espèce de dérision pour l'héroïsme qui paraissait totalement anachronique de ces poilus. On ne comprenait pas d'ailleurs. Et il y avait principalement un intérêt pour le pacifisme. Alors, puisqu'on est pacifiste, on ne va pas parler de ces gens qui sont battus pour la patrie. C'était quelque chose d'impensable, dont on pouvait rire. Je crois que dans les 30 dernières années, on a mieux réfléchi à ce que voulait dire l'Europe des patries.
l'Europe des nations. Et on s'est rendu compte que ces hommes et ces femmes du début du siècle, eh bien, c'était à cela qu'ils avaient réfléchi, que c'était pour cela qu'ils se battaient. Et on n'est pas forcément d'accord avec ce combat, mais je crois qu'aujourd'hui, on est capable de le comprendre. Et cette idée de consentement au conflit, de consentement à la catastrophe, à la tragédie qu'a été ce conflit, c'est un thème qui, aujourd'hui, en cette fin de XXe siècle, je crois, est très important et très intéressant. Ce monument, c'est presque le symbole de la nation canadienne, puisque ici, sur cette colline, les Canadiens, pour la première fois, ont combattu avec 4 divisions pour s'emparer de cette crête qui était si importante sur l'ensemble du front, puisqu'elle dominait la plaine minière de Douai et puis de Lens. Et pour l'effort économique allemand, il fallait absolument qu'ils tiennent ici pour conserver les mines de charbon. Il ne faut pas oublier qu'en 1915, plus de 150 000 Français sont tombés pour cette crête pour rien, parce que les Allemands, en contre-attaquant, ont repris la crête. Et pendant l'année 16, il y a encore eu des violents combats. Et uniquement en 1917, en près de 4 jours de très très durs combats, les Canadiens ont réussi enfin à s'emparer de cette crête. Et pour cette crête, eux vont perdre officiellement plus de 10 000 soldats. Et il y a plus de 11 000 noms ici, gravés pendant 7 ans. Il a fallu 7 ans. Les 2 piliers représentent l'un le Canada, l'autre la France, et au centre l'océan. L'océan qui sépare les 2 nations et que tant de Canadiens ont franchi. Il nous est presque impossible de réaliser la perte. Rien que pour ce simple pays-là, le Canada. Qui évoque pour nous la neige, qui évoque pour nous l'amitié. L'amitié maintenant, ouais. Alors les Britanniques et les Français ont essayé pour plus que 2 ans de reprendre la crête. Les hommes avaient un très bon poste d'observation sur tout ce que les Alliés faisaient. Tous les guides sont des étudiants. On est engagés par le gouvernement fédéral. Quand je suis arrivée ici, je pensais pas que j'aurais la réaction que j'ai eue. On s'est promené dans les environs pour découvrir non seulement les endroits britanniques et canadiens, mais aussi les cimetières français, tout ce qui se rapporte à la Première Guerre mondiale. Donc, je pense que ça m'a fait réaliser beaucoup plus qu'est-ce qui pouvait s'être passé, puis comment aussi c'était important d'en parler et puis de le partager avec les autres. C'est un peu personnel pour moi parce que mes 2 arrière-grands-pères ont été ici à Vimy pendant la Première Guerre mondiale. Mon arrière-grand-père, en fait, a été blessé ici à Vimy le 9 avril 1917. Après la bataille de Vimy, il s'est senti vraiment très canadien. Alors, ici, Vimy, c'est très important pour les Canadiens parce qu'en fait, c'est ici où est-ce qu'on est devenu vraiment une nation. Il faut parfois se détacher parce que c'est très sérieux et puis ça devient pas mal déprimant après un petit bout de temps. Alors c'est pour ça que parfois il faut prendre une grande respiration pour réaliser que oui, ces hommes sont morts ici, en fait, pour qu'on puisse marcher en paix aujourd'hui. Alors tous les objets que vous voyez devant vous ont été retrouvés sur la crête. Je vais vous en montrer. J'ai encore un peu le même sentiment dans la gorge en m'approchant du monument que j'avais la première fois que je suis venu. On ne s'habitue pas, non. Puis il y a l'espèce de terrain vallonné qu'il y a ici, là. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, quand on s'imagine que c'est des trous d'obus, que c'est des cratères causés par des mines, il y a comme, je sais pas, il y a une mémoire dans l'espace, une mémoire figée dans l'espace. En 1926, on a planté un arbre pour représenter un arbre par soldat mort en France pendant la Première Guerre mondiale et dont la sépulture n'est pas connue. Quand on s'imagine tous ces arbres qui représentent des soldats morts, ça change beaucoup la perception.
Cette statue qui représente une femme en pleurs, c'est le symbole, je crois. Parce que seules les mères, seules les femmes, seules toutes ces fiancées qui n'ont jamais vu revenir leurs amants, leurs amoureux, tout ça. Je crois qu'il n'y a qu'une femme qui peut comprendre. Et quand on parle du vieux cimetière, on dit la guerre a tué les morts. Donc c'est très fort déjà. Et c'est le lieu où Yves Gibault, l'écrivain bien connu, a voulu être enterré. Pour revivre un petit peu en symbiose avec ces gens-là, les gens qui avaient souffert. C'est la fin de la vraie ruralité. Ça résume ça en fin de compte. C'est une autre époque. L'ère moderne vient, l'ère de la machine, l'ère où l'homme passe au second plan. Où la machine et tout ce qu'entraîne la machine, le profit, les rivalités. Pour moi, ça signifie un petit peu ça. C'est le vieux cimetière, mais ici, c'est une nécropole. Tout le monde a ses racines ici. Toute l'Europe a ses racines ici. Tous les grands-pères sont venus se battre ici. Donc, c'est pas seulement mon grand-père, c'est votre grand-père, c'est le grand-père de l'Europe qui a souffert ici, en fin de compte. Et c'est un petit peu ça la signification de ce lieu-là, à mon avis. Le nouveau monde est né dans cette douleur-là, dans ce sacrifice-là, dans ces martyrs-là, en fin de compte. C'est une terre de martyrs ici. Et ça symbolise un petit peu cet état-là. Les peuples se sont véritablement précipités les uns sur les autres sans avoir de raison fondamentale, mais en croyant que leur destin, l'avenir de leur pays allait se jouer dans ce conflit. Je crois que c'est là une des leçons ou un des aspects les plus extraordinaires de la Grande Guerre. Moi, quand je regarde la France d'après 14, c'est-à-dire de 18, mis à part la chambre bleu horizon, mais qu'est-ce qu'on voit monter? On voit monter l'extrême droite, avec les ligues patriotiques. Et vous ne me direz pas quand même que ça ne nous rappelle pas quelque chose. On voit monter la gauche qui se structure avec le Congrès de Tours, avec le PC, avec la SFIO. Ça vous rappelle quand même quelque chose. Je veux dire, est-ce que, par exemple, sur le plan français, on n'est pas toujours quand même dans des déterminants qui datent de ce moment-là? En Europe, on a quand même compris pas mal de choses, mais quand on voit quand même des conflits comme en ex-Yougoslavie ou ailleurs dans l'Europe de l'Est, il y a de quoi encore avoir peur. Ouais. C'est un peu aussi à notre société à ouvrir les yeux sur ce genre de choses. Hein. De tout temps, bon, on en a parlé, de tout temps il y a eu des guerres, on n'a jamais su les éviter. Les générations actuelles et futures à protéger la paix. Henri a connu toute cette époque de la guerre 14-18. Il s'est enrôlé d'ailleurs pour combattre contre l'ennemi. Il a pu nous procurer beaucoup de témoignages, disons, sur les lieux des combats du secteur ici, qui nous a apporté énormément de renseignements. Tu te rappelles encore l'année de ta mobilisation, tout ça? Oui. En quelle année que tu as été mobilisé? C'était en quelle année, ça? 17, la fin de 17. La fin 17, donc. Ouais. Il n'y a pas quelque chose qui t'a fait plus souffrir ou des moments de joie à cette époque-là, malgré tout? Non. 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 C'est plus des moments de souffrance, d'être séparé de sa famille? Jamais. Non. Toute la guerre dessinée par un poilu, qui a donc dessiné tous les jours ce qu'il voyait avec un talent tout à fait extraordinaire. C'est un dessinateur tout à fait étonnant. Alors vous allez vous apercevoir que quelle que soit l'attitude, le moment, l'occupation, ils sont tous lavés par la guerre. Il y a une espèce
d'abattement, il y a une gravité, il y a une vraie tristesse. Qu'est-ce que l'on célébrait le 11 novembre? C'était le souvenir des morts et non pas le souvenir de la victoire, le souvenir des sacrifices qui avaient été consentis et non pas le souvenir de la victoire. Et pour ceux qui étaient vaincus, alors c'était encore le contraire, la frustration qui a conduit très directement à la Seconde Guerre mondiale. Qui a gagné les opérations militaires? Alors ça, on sait, c'est un fait historique. Mais une guerre, vous la gagnez jamais. Donc tout le monde a perdu. Ça, clairement. Il vaudrait mieux qu'on verse tous notre sueur que verser notre sang. Ça serait plus efficace pour tout le monde. Je ne sais pas si de verser autant de sang, à qui ça a profité, quoi, en fin de compte. Si encore ça avait garanti un destin plus doux à l'ensemble de la société, ça aurait été bien. Mais vous savez, à mon avis, c'est souvent la sueur qui apporte plus à l'homme que le sang, quoi. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Les soldats se sont mutinés contre deux choses. Premièrement, le refus d'attaques aussi folles qu'inutiles. Et deuxièmement, les conditions de vie qui étaient plus dures dans l'armée française qu'elles ne l'étaient dans l'armée allemande ou dans l'armée britannique. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Je crois que c'est la chanson de la souffrance, c'est la chanson de l'espoir, c'est la chanson... c'est un SOS en fin de compte. Cette chanson-là, pour simplifier, on pourrait dire que c'est un SOS. C'est pas... Bien sûr, on peut l'analyser, on peut faire toutes les analyses, les théories qu'on veut sur cette chanson-là. N'empêche que c'est peut-être une chanson de révolte, c'est peut-être une chanson de révolté, mais dans le bon sens du terme. Mais c'est avant tout une chanson d'amour, c'est une chanson de... C'est un appel au secours, quoi. C'est la petite balise Argos, comme on dirait maintenant, dans cet enfer, dans cette tourmente, quoi. C'était une tempête de folie, et une tempête de feu, d'acier, et où l'homme n'avait pas sa place, en fin de compte, quoi. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. La chanson de Craonne. La chanson de Craonne disait que
messieurs les gros, faites la guerre à notre place. C'était un peu ça, suivant les paroles, mais je crois que elle disait la vérité. Mais on l'a interdit jusqu'en 74. Comme par hasard. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Ici, c'est la paix, c'est peut-être une partie du paradis sur Terre. Mais c'est le cimetière britannique et allemand de Saint-Symphorien, à quelques kilomètres de Mons. C'est un endroit particulier, c'est très très difficile à décrire, très difficile à exprimer. On sent qu'il y a la paix. Donc la paix, c'est beau, quoi. Rien n'est plus beau que la paix. Et puis on raconte que durant la bataille est apparu un ange qui a dit aux soldats des deux côtés arrêtez, à quoi ça sert, en quelques mots. Il y a beaucoup de témoignages qui corroborent cette apparition. À mon avis, je crois que les plus belles choses doivent rester secrètes. Voilà. Et ici, nous arrivons sur la tombe du premier soldat officiellement tué, le 21 août 1914. Ouais. Il a été tué lors d'une embuscade. Il était à bicyclette. Et la Commonwealth War Grave Commission a voulu qu'il soit enterré en face, donc du dernier qui est officiellement présenté comme avoir été tué le dernier jour, le 11 novembre 1918. Voilà. On se demande qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux, quoi, et à quoi ça a avancé les hommes surtout. Le chômage, c'est rien. La guerre, oui. Ouais. Et le pire, c'est qu'on entend dire des gens qu'il faudrait une guerre pour que le chômage s'arrête. Ça, c'est le pire. Personne ne savait comment ça allait être. Enfin, personne. Ceux qui construisaient les canons savaient. Eux, ils savaient. Et un type comme Jaurès était quelqu'un qui pouvait arrêter la guerre parce qu'il avait une constance, il avait un discours, peut-être il avait ses idées, mais lui, on l'a tué. Pour moi, c'est plus que des compagnons, c'est une partie de moi-même presque. Et c'est peut-être prétentieux peut-être de dire ça. C'est peut-être du vol même. Mais parce que ça leur appartient, ça appartient à personne d'autre, aucun historien, à personne d'autre. Il y a des moments où j'arrive à m'identifier à eux, quoi. Il y a des moments, on en a presque les larmes aux yeux. On se dit, on a sacrifié presque 10 générations, enfin, 10 années de suite, 8 années de suite, et toute une population de jeunes hommes, quoi. Moi, je pense qu'on peut pas garder ces choses-là en mémoire si on ne les fait pas vivre d'une certaine façon, quoi. Donc c'est pour ça, en s'identifiant un petit peu à eux, on les fait mourir moins vite, quoi. Mais tout le monde a quelque part une poche de sensibilité comme ça, une poche de réserve d'amour un peu. Vous voyez, j'irai jusque là, quoi. C'est une réserve d'amour pour l'autre un peu, quoi. On a tous, mais il faut la trouver, quoi. Enfin, moi, j'ai de la chance finalement par rapport aux autres. C'est que je suis noyé dedans, quoi. Ça restera pour moi la première grande défaite de l'humanité. Ouais. Ouais. Et peut-être les seules personnes qui ont su tirer leur épingle du jeu d'une certaine manière, ce sont les femmes. Voilà. Mais j'aime à penser que c'est elles qui ont gagné les guerres, et non pas les hommes. Ouais. Pourquoi ? L'indépendance, elles ont gagné leur indépendance. Parce qu'elles ont remplacé les hommes. C'est peut-être ça, en fin de compte, la solution pour l'avenir. Ouais. Donner un peu plus la parole aux femmes, tout simplement.